Bonsoir et bienvenue. On se présente rapidement. Je m'appelle Alexis Bernard. Je suis consultant responsable pédagogique à l'école, mais je suis basé à Paris. La JPRO a une présence à Paris, à Lille et à Montpellier. Et donc je m'occupe essentiellement des programmes de la pédagogie multimédia, ce qui m'amène évidemment à m'intéresser à tout ce qui est exploitation de données pour les médias. Ouais. Et moi, j'ai rejoint le JPRO il y a à peu près un mois. Je suis journaliste de formation, papier à la base, donc voilà, je viens de loin, entre guillemets. Et je me suis intéressée depuis plusieurs années à tout ce qui était numérique et évidemment aux data, au traitement des données, à la collecte des données et à la visualisation. Alors, l'objet de la présentation, je ne sais plus combien de temps on a, Benoît, c'est 3 quarts d'heure. 3 petits quarts d'heure. C'est d'évoquer l'exploitation des données par les journalistes et pour des médias. Donc on va essayer, à travers quelques exemples, de vous expliquer un peu ce qui s'est fait, ce qui commence à se faire, pourquoi, comment ça marche, et de vous montrer. C'est vraiment plutôt de l'exemple. Évidemment, si on va trop vite, si on va pas assez vite, si on emploie des termes que vous ne comprenez pas, vous avez absolument le devoir de nous arrêter et de nous dire « Stop, j'ai rien compris » ou « Stop, ça ne m'intéresse pas » ou « Stop, ça me choque ». Enfin voilà. Vous avez le droit de nous arrêter. Et on va démarrer juste avec un exemple qui date, parce qu'en fait, le data journalisme, c'est un mot très à la mode, etc. Mais exploiter les données, c'est un truc que les journalistes font depuis longtemps. Ça, c'est une étude de 93 aux États-Unis après l'ouragan Andrew, où le journaliste a compilé 2 bases de données, les dégâts qui avaient été faits avec une carte et la vitesse des vents. Et ensuite, il a travaillé sur les normes de construction et il en a tiré la conclusion que les réglementations n'étaient pas à la hauteur en fait, des enjeux. Et ça avait fait scandale. Il a eu le prix Pulitzer, ça s'appelle Steve Dog. Et on le considère un peu comme un des vieux de la vieille en data. Voilà. Et c'est super fondateur, entre guillemets. Donc c'est 93, donc on voit bien que là, on est quand même très en avance par rapport à tout ce qui est data maintenant. Le chicagocrime.org, c'est le premier mashup, le premier site qui agrège des données officielles donc, qui sont disponibles sur le site de la police de Chicago, mais illisibles. Personne ne va les voir, elles sont incompréhensibles. Et donc, elles sont récupérées et posées sur une carte filtrée, et du coup, elles deviennent compréhensibles et elles ont vraiment du sens. Donc ça, c'est 2005. C'est un journaliste qui fait le premier journaliste à faire ça. C'est un journaliste qui fait ça, et ensuite il va développer le concept avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Everyblock, où en plus des données comme ça, il ajoutait tout un tas de services de proximité à l'échelle d'un quartier aux États-Unis. Donc on est dans les premières expérimentations avec de la donnée publique libre, mais incompréhensible parce que très touffu, pas expliqué, etc. Là, c'est le prix Pulitzer 2012 d'investigation. À partir de données, les journalistes travaillent sur les problématiques de méthadone et les morts liées aux surdoses de méthadone. Et ils font ressortir qu'en fait, les endroits où les gens meurent le plus sont les endroits les plus pauvres. Donc il y a une vraie corrélation en fait, entre le niveau de vie, le niveau de santé et les traitements qui sont donnés et l'utilisation des traitements. Donc ça, ils ont le prix en 2012. Donc ils utilisent la carte avec des données, des niveaux de couleur, des points, et sur chaque point, il y a une personne avec un âge et sa date de mort, etc. 2013, prix Pulitzer, donc cette fois sur un travail d'étude par rapport à la vitesse des flics sur les autoroutes en Floride, mais quand ils sont hors service, qui apparemment posait un vrai problème, mais qui n'avait jamais été vraiment enquêté. Et donc ils ont utilisé les fonctions GPS, les données des cars enregistrés, des voitures enregistrées, etc. Ils ont compilé et ils en ont fait une étude et une vraie enquête pour savoir où avaient lieu
ces excès de vitesse, etc. Par qui, combien de voitures, enfin bon, les fréquences. Ils ont récupéré, ils ont gagné le prix Pulitzer cette année pour la catégorie investigation. Donc du data journalisme où on fait un peu comme on peut à la mano avec une carte et puis on met des points à la main à j'ai réussi à sortir une enquête hyper fouillée, très factuelle et très illustrée, très compréhensible. Ben voilà, le journalisme, ça permet de... on peut gagner le Pulitzer avec ça. Et on peut gagner le Pulitzer, c'est un vrai... Le data, c'est pas juste je fais des cartes et je mets des points dessus, quoi. Ça amène vraiment des éléments de signification, de sens. C'est du vrai journalisme. C'est pas un truc de déco, quoi. Les confrères sont parfois encore un petit peu difficiles à convaincre sur ça. Un exemple, parmi tant d'autres, sur lequel on peut démarrer, c'est une expérience du Los Angeles Times qui date un peu, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils ont créé ça. Ils ont créé à l'intérieur de leur site internet un espace dédié à la donnée locale. Ils agrègent dedans tout un tas de données sur l'éducation, sur la délinquance, sur quoi d'autre, il y a la santé, sur la santé, ouais. Voilà, sur plein de domaines. Et ils ont décidé, donc il y a assez longtemps, d'investir là-dedans, en plus en faisant participer leurs lecteurs et leurs internautes. Ça, c'était assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les données publiques qu'ils récupéraient étaient évidemment faites, notamment structurées par rapport aux limites légales des quartiers, c'est-à-dire aux défis administratifs des quartiers. Et ils s'en sont emparés en disant mais il y a un souci, c'est que la délimitation des quartiers légales, administratives, ne correspond pas vraiment à nos vraies logiques de vie des habitants de Los Angeles. Donc la première chose qu'ils ont faite, c'est de redéfinir le dessin des quartiers en proposant aux gens qui étaient lecteurs et internautes du Los Angeles Times de dire vous vivez à tel endroit, délimitez-nous votre quartier. Ils ont refait la carte des quartiers et ensuite ils proposent cet espace de données avec des quartiers qui ne correspondent pas aux limites administratives, mais les gens peuvent rentrer dans ce qu'ils considèrent comme étant leur quartier pour aller voir les données. Encore une fois, ils agrègent plein de choses, on reverra précisément quel type de données ils agrègent. Comment ils font ça? J'essaie de résumer assez rapidement. C'est pas très très compliqué en fait, ça demande un petit peu de moyens, mais d'abord il faut des données, donc ils ont récupéré des bases de données de population, de structure familiale même, il y a tout ça. Les origines, il n'y a pas les lois qu'on a ici. Ils peuvent se permettre de faire des analyses de données par rapport aux origines ethniques de la population de Los Angeles, des questions de revenus, d'éducation, d'immobilier, de délinquance, de criminalité. Ils ont récupéré plein de bases de données qu'ils ont agrégées et ils se sont donc occupés de générer des cartes qu'ils ont eux-mêmes faites. Et derrière, ils ont juste créé une application. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ils ont créé une forme de logiciel qui permet de visualiser et de naviguer à l'intérieur de ces données. Tout ça est un boulot auquel ont participé des journalistes, c'est même eux qui l'ont piloté et pas des informaticiens. Un autre exemple, plus proche de nous, qui a pas mal fait parler de lui quand il a été créé, ce ne sont pas des journalistes d'ailleurs. Non, c'est une asso. C'est une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Regard Citoyen. Voilà, Regard Citoyen. Qui a récupéré les données d'activité, on va dire, d'un député, sa présence dans l'hémicycle, ses interventions, le nombre de rapports, de discours, de questions le mercredi. Ils ont agrégé tout ça et ils sont capables de vous faire visualiser l'activité de votre député tout au long de son mandat. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est assez, parce qu'ils le font encore, hein, ils agrègent encore. C'est assez... enfin, ça a du sens. C'est-à-dire que vous pouvez comparer plusieurs députés. C'est vraiment de la donnée réelle. C'est-à-dire que c'est pas juste des journalistes qui sont allés voir et qui ont dit bah, lui est intéressant ou voilà, c'est vraiment concrètement l'activité du député. C'est pas seulement une interprétation d'un journaliste. Et une application sert à faire parler l'activité du député. La définition du collectif Regard Citoyen. C'est donc une association à l'origine qui a pour but de Il travaille sur la transparence voilà. des institutions et pas juste les députés. Attends, Ouais, Lisa, évidemment. c'est intéressant, c'est que la dernière phrase, c'est à partir des informations publiques
Oui. La question, est-ce qu'ils sont arrivés, regard citoyen, mais c'est vrai aussi pour nos députés, est-ce qu'ils sont arrivés à exploiter des données qui étaient au fond mises à disposition, ou ils sont allés faire de la recherche de données qui n'étaient pas si publiques que ça, et ils sont allés à la chasse? Alors faudrait leur poser la question. Moi je leur ai posé et j'aurais préféré qu'ils le disent par eux-mêmes. Mais c'est a priori plutôt des données qui n'ont pas eu tant de difficultés à récupérer. D'accord. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on va montrer, c'est souvent de la donnée publique, il faut admettre. C'est-à-dire que pour l'instant, les médias qui font du data journalisme et qui font des applications liées à des données, ils ont tendance à se concentrer sur des choses assez faciles. On montrera dans les ateliers après qu'on peut travailler sur des données qu'on va un peu fouiller un peu pour aller chercher un endroit où voilà, on ne passe pas nécessairement par la voie de publication des données publiques. On peut aussi aller un petit peu fouiner sur Internet pour trouver des données. Eux, ils n'ont pas vraiment fouiné. Il y a aussi, sur ce point-là, comme en France, la culture du travail de la donnée est récente. On a encore assez peu de journalistes et de médias qui ont attaqué pour obtenir des données publiques qu'on leur refuse. Ce qui se fait énormément aux États-Unis, par exemple, et dans les pays anglo-saxons. Ça va venir, parce qu'il y a un moment, il va bien falloir que ça sorte. Mais, je dis une bêtise, il y a un des exemples qu'on va vous montrer où ils sont bataillés. Donc, il y en a au moins. Parce que, tu sais, il y a l'histoire de la transparence du patrimoine. Ils ont dit à la fin, on accepte qu'ils donnent leur patrimoine, mais on n'a pas la publicité. Voilà, on la publie, mais en fait, pas vraiment. Donc, c'est bizarre. Il y a aussi, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais fourmisanté.com, c'était un site qui avait été lancé à partir des données Amélie, donc les données de la sécurité sociale qui sont des données publiques. Le concept, c'était une appli, on se géolocalise, et quand on cherche un médecin, on peut chercher par spécialité, et on a ses tarifs, ses dépassements de sécu, etc. Et la sécu a attaqué et gagné pour empêcher une publication d'une partie des données, qu'elle considérait comme étant pas nécessaire à la publication, j'imagine. Je ne sais plus sur quels critères exactement ils ont attaqué et gagné, mais enfin voilà. Donc il y a encore un long chemin à faire, c'est clair, en France. Ça, par exemple, ils ont galéré. Un exemple, c'est un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle vroomvroom.fr. Et eux, ils ont galéré. Ce qu'ils ont voulu récupérer, ce sont des données qui sont légalement accessibles à tout un chacun, qui est le taux de réussite au permis de conduire de tous les auto-écoles. Et ils ont récupéré ça, mais ils sont allés préfecture par préfecture demander en disant regardez, le texte de loi dit que c'est public, donnez-le nous. Et il y a même des préfectures où ils ont beaucoup de mal à récupérer ce type de données. Il a fallu qu'ils récupèrent, en fait, qu'ils recopient à la main parce que les préfectures ne voulaient pas donner, comme il y a des éléments personnels. Quand on a son permis, on a le nom dans la liste. Du coup, ils ne voulaient pas, et donc ils sont recopiés à la main, en fait, les fichiers. Donc, mais ils ont réussi à créer, alors je crois qu'il y a encore une ou deux régions où ils n'ont pas pu agréger les données, mais ils ont réussi à créer l'application, quand même assez utile en théorie pour n'importe qui va passer son permis. Vous avez point par point, auto-école par auto-école, le taux de réussite au permis de conduire de chaque auto-école. On va la remettre, je ne sais plus où on est. Alors. Donc, nosdéputés.fr. Vas-y, suis. Juste une petite explication du potentiel de la donnée et de la révolution qu'on est en train de vivre, les médias, mais tout le monde d'ailleurs, sur cette espèce de vague de données qu'on va interpréter de plus en plus et qui est colossale. Ça, c'est le résumé fait en 2010, donc ça date déjà de Eric Schmidt, que vous connaissez peut-être, non? Eric Schmidt, c'est qui c'est? Ouais, c'est l'un des fondateurs de Google, qui expliquait qu'il y a eu 5 exabits d'informations créées depuis la naissance de la civilisation jusqu'en 2003. C'est donc la quantité de données qui a été créée depuis la naissance de la civilisation jusqu'en 2003. Mais cette même quantité d'informations est maintenant créée tous les 2 jours. Ce qui donne une idée. J'ai toujours du mal à comprendre la question de exabits, voilà. Mais quand on me dit entre la naissance de la civilisation et 2003, on a créé tant, et que maintenant on fait ça en 2 jours, c'est déjà un peu plus parlant. Fait qu'on crée des technologies de faire circuler, de stocker, trier, faire circuler ces données, des data centers. Tout ça est en train d'être complètement révolutionné par la notion de cloud, c'est-à-dire que tout ça se trouve sur Internet, est accessible par tout le monde en permanence, quel que soit le support. La technologie d'Internet et du cloud permet ça, ça circule très vite. Les données sont sans cesse reçues et envoyées. Votre simple GPS que vous avez dans votre téléphone, et on va voir l'exemple,
ou dans votre voiture, envoie la donnée de où vous êtes, à quelle vitesse vous allez, et c'est comme ça que vous savez que la circulation, à l'avant, vous pouvez savoir si elle est plus ou moins fluide. C'est parce que vous envoyez et vous recevez des données en permanence. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, et que font les médias avec ça? On continue les exemples. Ça, c'en est un, c'est un truc assez vieux. Ouais, j'ai repris la capture d'écran, mais le truc a été créé au début en fait, du mandat d'Obama, du premier mandat d'Obama. Ce sont des journalistes américains qui voulaient, à travers de la donnée qui est l'agenda de Barack Obama, faire comprendre quelles étaient ses priorités. Donc ils ont pris son agenda en regardant, de 9h à midi, il s'est occupé de tel dossier qui est un dossier de politique étrangère. Ils prennent cette donnée, et puis l'après-midi, il est allé à tel endroit s'occuper de problématiques d'économie, et puis le lendemain de défense. Ils génèrent comme ça ce qu'on appelle une tree map, c'est-à-dire une visualisation par bloc de l'importance accordée par Barack Obama dans son agenda à tous les thèmes politiques qu'il aborde. Et évidemment, tout ça, vous baladez avec les petites flèches là-haut pour aller voir en début de mandat, est-ce que c'est la même chose qu'en fin de mandat. Je vous invite à aller voir ce que ça donne, c'est assez impressionnant, parce que vous verrez évidemment que quand il s'agit d'être réélu, il n'a pas du tout les mêmes priorités qu'au début de son mandat. Autre petit exemple, celui-ci beaucoup plus bricolé, c'est pas un média qui l'a fait d'ailleurs, c'est un confrère, un journaliste indépendant, qui l'a fait lors d'une formation d'ailleurs, à la BJ. Il a récupéré des données publiques existantes, celles-là elles sont accessibles sur internet. Marie-Laure vous montrera peut-être comment on y accède d'ailleurs. C'est les revenus imposables en fait par foyer, tout ça est public et vous pouvez y accéder très facilement. Il a agrégé ces données. Et il crée une forme de carte où évidemment plus c'est foncé, plus les gens sont riches, plus les foyers fiscaux ont un revenu important. Et c'est une manière de dire combien gagne mon voisin, c'est en fonction de l'endroit où j'habite. Je sais si j'habite dans un quartier riche ou pas. Bon, en même temps, est-ce qu'à Paris, on apprend beaucoup de choses en voyant que dans l'ouest parisien, on gagne plus d'argent que dans le nord et dans l'est de Paris? Je ne suis pas sûr. Mais on peut rentrer très précisément quartier par quartier et voir les choses de manière un peu plus précise. Et si on clique zone par zone, on a le revenu moyen précis. Ça, on vient de le voir. Alors, Zeit Online, ça c'est un exemple assez intéressant. C'est un député vert allemand qui a réclamé ses données personnelles à son opérateur télécom, la Deutsche Telekom. Il a fallu les menacer de procès pour qu'il les obtienne. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France que c'est compliqué. Normalement, j'ai mis le lien. T'as mis le lien en bas Sur l'image. Et avec Zeit, qui est un média qui travaille beaucoup et très en pointe sur tout ce qui est data, ils ont travaillé ces données-là, il y a 6 mois de données, et ils en ont fait une carte interactive où en fait on voit tous les déplacements. On le suit pendant 6 mois, alors on a jour par jour, on peut découper mois par mois, etc. On voit combien il a d'appels reçus, combien il en émet, combien de temps ça dure. On le géolocalise tout le temps. Comment? Là, il avait coupé son téléphone. On le géolocalise tout le temps. On peut affiner sur la carte et voir dans quel quartier de Berlin il est. Donc, on sait à quelle heure il se réveille aussi, parce qu'à quelle heure il commence à utiliser son téléphone, etc. Où est-ce qu'il se déplace. Et du coup, ils ont agrégé ça aussi avec des informations publiques. Type Twitter, Facebook, les mentions du député dans la presse, qui étaient en ligne, etc. Et on a un profil, son but à lui, c'était de montrer qu'en fait, la collecte de ces données et la conservation de ces données peut être problématique, très problématique, parce qu'on a un profil plus que précis de la personne en question, quoi. Effrayant, non? Je vous invite à aller sur le site et aller voir, vous voyez là, on voit vraiment tous ces déplacements dans Berlin, etc. Et c'est sur 6 mois. Et on a absolument toutes ces données. Alors du coup, ça a une visée, franchement, celui-là a une visée plus politique et militante que éditoriale, évidemment. C'est-à-dire que éditorialement, ça a intéressé Zeit de parler du danger de la donnée personnelle, de la géolocalisation et du fait que voilà, on peut suivre quelqu'un en temps réel et qu'il n'y a plus vraiment de secret. Et pour le député en question, c'était sa volonté, c'était aussi de dénoncer ça. Il y a donc il y a 6 mois. Attends, il y a 6 mois de données, il y a 36 000 lignes sur le fichier Excel. Et pour ça, Zeit a eu le prix de la presse en ligne en Allemagne et le prix de la presse en ligne aux États-Unis en 2011.
théoriquement, nous, on peut demander les données aussi. Théoriquement, oui. Ouais. Il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs. Je sais pas comment. On se posait la question avec Maëlle tout à l'heure, justement. On se disait, est-ce que... Alors, vous connaissez l'histoire de CNIL, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi et parlé de ça dans les précédents infolabs. Le créateur de Regard Citoyen a fait il y a un an et demi sa requête à la CNIL. Et là Il les avait toujours pas la dernière fois que je l'ai vu en juillet. Moi, je crains que ce soit compliqué, mais en théorie, en théorie, si on lit le cadre légal, normalement, c'est possible. Et la justice a même du mal, au-delà de un an, à voir ce genre de données. Et vous avez même peut-être entendu qu'en ce moment, il y a un problème avec les magistrats, parce que Taubira a interdit aux magistrats, parce que alors là, du coup, c'est plutôt le sens inverse, mais Taubira a interdit aux magistrats et aux directeurs d'enquête, policiers et gendarmes, de faire des requêtes pour avoir ce type de données. Et les flics, les gendarmes et les magistrats gueulent en disant « mais nous, on ne peut pas attraper les cambrioleurs si on n'a pas le droit de faire ça ». Les questions sont bien au-delà d'un intérêt éditorial, mais c'est vraiment des questions citoyennes, évidemment. Pareil, travail de Zact Online. Combien d'habitants vivent sous le risque nucléaire auprès d'une centrale avec un curseur? Et on se déplace, et et en fonction d'où on est, la est plus ou moins grosse, avec le nombre d'habitants potentiellement touchés. On voit qu'il y a même, et quand on regarde, on voit qu'il y a même une vraie frontière. Et ils ont fait ça juste après Fukushima exactement. La question nucléaire est hyper sensible, elle a toujours été en Allemagne. Et voilà. Elle est un peu moins chez nous, parce qu'à ma connaissance, aucun média français n'a fait ça. Ça, on pourrait. D'ailleurs, ce serait pas très compliqué à le faire. Ça, c'est pas compliqué à faire. Je crois que sur le site du CRIRAD, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et vraiment, avec la quantité de population... Non, pas aussi précis, mais il y a ce type de... C'est-à-dire que les données existent, mais est-ce que l'application qui permet de comprendre visuellement, très facilement, les choses existe? L'enjeu, il est vraiment ça pour les médias, c'est-à-dire de rendre les choses intelligibles. Ouais. Et la CRIRAD, parfois, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Alors, un autre exemple d'utilisation de données, le Texas Tribune utilise beaucoup les données. Là, c'est par rapport aux prisonniers dans l'État. Donc avec une carte, c'est quelque chose d'assez classique. Et en dessous, il y a tout un tas de graphiques très intéressants qui permettent de voir qui sont les prisonniers, quel âge, quels crimes ils ont fait, pour combien de temps ils sont là, les origines ethniques, le sexe, enfin bon voilà. Donc c'est un découpage. Les Américains adorent les faits divers. C'est plus qu'encore que les Anglais finalement. Ce genre de truc chez les Américains, il y en a plein partout. Il y a même des blogueurs qui font des trucs comme ça. Enfin, les données criminelles aux États-unis, c'est. Là, ce sont des données publiques déjà, donc ils les ont utilisées très vite quoi. Ça c'est un exemple qui date de 2009, mais je le trouve toujours vachement bien fait et très intéressant. Washington Post qui fait un trombi de tous les soldats qui tombent en Irak. Donc trombi, on voit d'où ils viennent, on voit les années de pertes, enfin avec le nombre de pertes par année. Et quand on clique sur un profil, on voit son âge, on voit d'où il vient, on voit dans quelle branche il était d'armée, dans quel corps, quelle unité, etc. On voit aussi où il meurt, on voit les tranches d'âge, enfin bon, il y a énormément de données qui sont mises. Ça veut dire qu'ils ont accédé à un moment à des informations militaires. Oui. Ouais, mais qui sont publics et vraiment livrés par l'armée américaine sans aucun problème. Tout ça, c'est fait avec de la donnée qui est livrée publiquement. Ils ne sont pas allés pirater. Ça n'a rien à voir avec les war logs et les fuites. Ça, c'est un exemple d'enquête aussi hyper intéressant, fait à Las Vegas, dans le Nevada. Le média a travaillé sur les hôpitaux et les accidents, les infections, les morts dans les hôpitaux, etc. Il y a 3 millions de dossiers qui ont été analysés sur une période d'1 an à peu près. Et ils ont identifié qu'il y avait eu plus de 3600 erreurs, infections évitables, etc. Et qu'il y avait 300 cas mortels évitables. Donc c'était quand même assez impressionnant. D'ailleurs, il commence avec une blague qui est une blague des habitants de Los Angeles, qui est en gros, où est-ce qu'il faut se faire soigner? À l'aéroport. Ça veut dire qu'il faut prendre l'avion pour aller ailleurs, surtout, pour se faire soigner. Donc probablement, ils partaient d'une idée que tout le monde partage, qui est tous les hôpitaux sont catastrophiques, et ils ont décidé d'objectiver ça avec des faits et avec des éléments concrets et des données.
chose qui serait très compliqué à faire chez nous. Parce qu'on n'a pas accès aux données santé. Les données publiques de santé en France, c'est c'est vraiment, très protégé, et d'ailleurs, à mon avis, heureusement. Mais... Et donc là, voilà, là par exemple, ça c'est les types d'accidents qui sont répertoriés dans les dossiers médicaux. Avec, bon, alors, vous voyez les couleurs se retrouvent ici. Et là, ça c'est par hôpital. Alors on peut changer, hein, on peut trier par hôpital et on peut changer par type d'accident. Ce qui permet de voir dans quel hôpital il y a quel type d'accident, etc. Quel type de mortalité. Donc c'est une visualisation hyper intéressante. Après ça, l'État du Nevada, après la publication de cette enquête, a décidé de changer sa loi sur la publication des informations médicales et obliger les hôpitaux à publier plus de choses. Pas l'inverse, pas à protéger. Hein. D'accord. Mais ils ont obligé la transparence. Ce qui est vraiment intéressant... Est-ce que ça a amélioré le système de santé à Las Vegas? Ah, alors ça c'est un peu tôt, hein, 2009. Troisième étape, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on part d'un fichier hyper touffu, 3 millions de lignes d'infos, voilà. On fait notre travail de journaliste, on l'analyse, on le décortique, on le dépieute, on le mouline, on en sort quelque chose d'intelligible, une vraie enquête, qui a des effets. C'est aussi une des fonctions, je dirais, du journalisme, c'est de mettre en lumière des dysfonctionnements. Et là, je me souviens d'une enquête, il y a quelque chose de similaire qui a été fait en France après, mais d'une enquête en Floride, je crois que c'était fait par le Tampa, où ils avaient décidé d'étudier les prix de l'eau au robinet. Donc ils avaient fait une grande enquête dans tout le territoire, et ils en avaient sorti des éléments hyper intéressants et assez lourds pour les compagnies privées. Et c'est pareil, derrière la publication d'enquête, il y avait eu une vraie remise en question de l'État et une remunicipalisation de toutes les régies d'eau. Mais pourquoi une enquête comme celle-ci serait plus crédible que celle qu'on voit dans les hebdomadaires français qui ont une maladie chronique, les hebdos, hein, c'est les classements. Surtout celle des hôpitaux, ça marche. Il y a droit à 3 fois par an, après l'immobilier, école de commerce pour votre gosse. Pourquoi est-ce que ça, ce serait plus crédible? Parce que le problème dans les hebdos, c'est quels critères on prend. Chaque fois nous, localement, on va prendre le rang en question, on va dans l'hosto en question, les gars nous disent « Ah non, 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 ils ont pris des critères comme ça, ils ont oublié la pédiatrie, et ça ne fonctionne pas. » Pourquoi ça, ce serait plus crédible? Mais parce que c'est de la donnée brute, c'est-à-dire que tu sais très bien comment marchent les hebdos, d'ailleurs ils disent qu'ils sont transparents, ils disent quels sont leurs critères, il y a toujours une demi-page en moins pour expliquer comment ils ont fait le classement. C'est valable avec les écoles de commerce aussi quand ils le font, voilà. Et c'est déjà souvent basé sur l'interrogation, pas d'une base de données brute, mais du directeur ou de son service de communication qui va donner des chiffres sur, en théorie fiables, sur ce qu'il fait. Donc déjà, moi je conteste le fait que cette méthode soit bonne, c'est du déclaratif. Ça, c'est pas du déclaratif, c'est la donnée réelle. Après, tu peux remettre en cause, on va dire, l'interprétation faite par... faire parler des chiffres, on sait tous qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et je suis d'accord. Donc de la même manière, le journaliste peut manipuler, comme tu peux considérer que celui de l'Express a manipulé le truc. Mais en même temps, on peut pas nier que là c'est de la vraie donnée brute, en plus de masse, c'est-à-dire qu'ils analysent beaucoup plus de chiffres que ce que fait l'Express. L'Express, ils envoient juste un questionnaire à l'administration qui répond comme elle veut. Il y aurait probablement des résultats très différents si on avait accès aux vrais fichiers par hôpital, avec des données brutes, quoi. Enfin, à mon avis, on n'aurait pas les mêmes résultats. Et puis, il ne sort pas un classement. Comment on veut faire ça? On n'a pas accès aux données. Non. Le problème pour nous, ça va être la source, clairement. Aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plus d'accès aux sources et ils n'hésitent pas à attaquer. Enfin, ils sont plus en avance là-dessus. Nous, on a un vrai gros travail à faire sur l'accès aux sources et le complément des sources, c'est-à-dire des fichiers qui ne sont pas complets, qui sont mal foutus, qui ne sont pas utilisables. Qui ne sont pas faits pour, et ça c'est pas un fichier en fait, c'est un PDF ou c'est genre un Word. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Donc il y a, voilà, mais plus les journalistes vont être formés et plus ils vont réclamer les documents et plus ça va se formater. Enfin, il y a aussi ce... Puis il y a une maladie aussi, le truc du classement, c'est-à-dire, vous voyez bien qu'ici là c'est pas des classements. C'est pas un classement là. C'est pas un 2, 3, 4, 5. Chez nous, ça finit par devenir caricatural parce que ce qui nous intéresse, c'est... alors en même temps, sur Internet, le classement, en général, ça cartonne. Dans les BuzzFeed et compagnie, les gens s'intéressent au classement. Mais ça, c'est pas du classement. C'est la consultation de données brutes de manière visuelle pour que ça ait du sens.
Ça, c'est choquant aussi. C'est un peu grave. C'est toujours le Los Angeles Times qui a croisé deux données, la liste des enseignants d'école primaire de la ville de Los Angeles avec les résultats aux évaluations de, alors je ne sais pas si c'est l'équivalent du CP ou du CE1, de chaque classe. Donc ils sont capables de donner un graphique qui correspond à la performance de l'instit, avec son nom, hein, ici, là, en fonction des classes des écoles. C'est assez, enfin, évidemment, si on fait ça en France, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais en même temps, ils ont fait que croiser des données qui étaient publiques. On pourrait presque le faire en récoltant par nous-mêmes les données, hein. Ce serait presque gérable de le faire chez nous. Alors, le Los Angeles Times s'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est vraiment sain de faire ça? Je suis curieux de voir, est-ce qu'il y a des gens ici qui trouvent qu'on ne devrait pas faire ça? Non, mais surtout, est-ce que c'est les notes qui donnent la qualité de l'institut? Non, justement. Évidemment, en même temps, ils ne mentent pas. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que c'est la qualité de l'institut, ils disent voici les résultats de telle classe qui est dirigée par tel institut. Je cherche à vous faire réagir là, hein, moi ça me choque. Hein, mais... Alors en même temps, ils ont été éditorialement, ils ont fait un truc qui est pas mal. C'est qu'ils n'ont pas publié tout de suite les résultats. Ils ont d'abord contacté chaque institut de Los Angeles en lui donnant les statistiques de sa classe et en lui disant « Avez-vous des commentaires à apporter sur ça ?» Il y a, je sais plus, un truc, c'est pas mal quand même, il y a plus de 30% des instituts qui ont nourri le truc. C'est-à-dire qu'on dit, on répond, et évidemment, du coup, l'explication de l'institut est publiée en même temps que le graphique. Mais oui, mais il manque une donnée là-dessus, c'est la localisation, c'est le contexte dans lequel est l'école. On voit bien là aussi sur les fameux classements des meilleurs lycées, que suivant la stratégie d'un lycée de recrutement de ses élèves, ou de redoublement ou non, on va avoir des chiffres très performants ou non. Oui. On pourrait le coupler aussi avec une carte des revenus. Absolument. Qui doit certainement apporter un éclairage différent, enfin complémentaire en tout cas. En fait, selon moi, parce que je vous pose la question encore une fois, est-ce que ça devrait se faire ou pas? Selon moi, c'est intéressant pour un journaliste de voir ça, mais en revanche, il ne doit pas le livrer comme ça au public. C'est-à-dire que c'est un très bon outil d'investigation, d'enquête, et justement, parce qu'on croise derrière avec d'autres éléments qui sont importants en termes de contexte pour avoir quelque chose à raconter qui ait du sens, mais le fournir de manière brute et définitive comme ça, c'est quand même assez violent. C'est aussi con que si on disait qu'un journaliste est bon, parce que son journal se vend bien. Oui, c'est ça. Exactement. Non, en effet. Mais ce serait pas mal, on pourrait faire des audiences de France 3 avec le nom de chaque journaliste. Avec les audiences par minute. On devrait faire ça, ça me donne une idée. Non, mais évidemment c'est choquant, mais en même temps, après, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est les mentalités. C'est-à-dire que les Américains, moi ça m'effraie, mais en même temps chez eux manifestement ça les effraie pas. C'est-à-dire que, en tout cas l'État de Californie ou la mairie de Los Angeles n'a pas réussi à interdire ça. Hein. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est fait, voilà, il y a plein de gens qui trouvent ça normal. Hein. Et une question c'est, est-ce que les gens utilisent ces informations-là un peu sorties de leur contexte, c'est ce que vous voulez dire, pour en faire des procès d'intention à l'institut à l'école, ou est-ce qu'au fond, parce que le danger, c'est la récupération de ça. Si les gens ne le récupèrent pas à des fins légitimes, ça ne dérange pas que l'information brute apparaisse. Moi, ça me gêne quand même parce que... J'imagine qu'en France, tu mets ça, tout le monde commence à dire il faut enlever le salaire de cette enseignante. Enfin, il peut y avoir un genre de halali après les enseignants, alors que tout le monde ne prend pas en compte. Alors, pour défendre un petit peu les collègues du Los Angeles Times, et en fait, moi je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait du coup tout un tas de sujets, de reportages, des suppléments entiers sur le problème de l'éducation à Los Angeles. Avec de la mise de la mise en perspective, du contexte, de l'enquête. Ils sont allés sur le terrain aussi vérifier certaines choses. Et donc ça, je trouve ça louable. Mais même si je suis d'accord que les gens, en même temps, on peut considérer qu'ils peuvent faire la part des choses. Et que moi, j'ai tendance à penser, et je défends ma profession, qu'on est un peu là pour ça en théorie, nous les journalistes, et qu'il est probablement souhaitable qu'on fasse ce filtre. C'est-à-dire qu'on ne livre pas parfois des informations brutes, parce que c'est bien l'open data et tout le monde a accès à tout. Mais est-ce que c'est pas dangereux quand même? Est-ce qu'il y a là, il n'y a pas des gens qui vont faire des raccourcis, qui vont dire, et qui seraient même violents et envoyer des trucs dans la boîte à lettres de l'institut en question, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un peu limite quand même. Je pense qu'il faut du contexte, tu peux pas livrer une info brute. Alors, le Los Angeles, peut-être qu'il le donne. Peut-être que c'est pas de bonne question qui est posée, donc... En même temps... Je vais donner
niveau. En fait. La question n'est pas est-ce que l'instit est bon ou pas. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils donnent les résultats de la classe dans l'école, et tu peux même chercher avec le nom de l'instit. Ouais, mais c'est la question implicite. Mais évidemment, derrière, ça n'empêchera pas les gens de faire un raccourci dangereux. Teacher rating, ça veut dire que le classement des professeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, ils l'ont un peu marketé, c'est-à-dire que derrière, ils sont propres. Franchement, je vous invite à aller voir, c'est assez bien fait, ils expliquent bien pourquoi ils l'ont fait. Mais... Et puis surtout, tous les sujets qu'ils mettent en contexte, ils sont bien autour. Et mine de rien, ils livrent quand même des trucs un peu bruts de pauvres. Bon, en même temps, visuellement, parfois, je me dis que c'est tellement... Ça a l'air joli de briller, de machin, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment très compréhensible? Je sais pas s'ils l'ont super bien fait. Pas sûr. Pas sûr. Bon. Alors ça, c'est un exemple un petit peu plus récent, beaucoup plus récent même, qui a été publié dans Le Monde, et c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment galéré pour récupérer les données. C'est le dépassement d'honoraires de médecins. À Paris, parce que c'était juste à Paris, il y a 5000 médecins, donc c'était très très compliqué. En fait, ils ont dû aller sur le site de la Sécu, donc amélie.fr, et les résultats sont limités à 500. Donc il a fallu découper au maximum pour récupérer les résultats à la main, un peu en méthode pirate. Donc ça leur a pris un temps monstrueux. Et ensuite, pour pouvoir comparer et faire ressortir cette carte, sachant que dans leur moulinette qu'ils avaient créée, donc leur appli... parce que les derniers qui ont fait ça, en fait, ils se sont fait attaquer, donc... Non, là... Et est-ce que tu trouverais choquant, Laurence, pour le coup, c'est pas qu'on mette le nom du médecin? Non, je ne trouverais pas choquant qu'on le mette. Je trouverais dans ce cas-là. Ouais, parce que c'est pas un résultat sur sa performance, c'est sur le prix qu'il coûte. Ouais. Et là, c'est moins grave. Mais c'est ce qu'avait fait Fourmi Santé, hein. C'est pour ça qu'ils ont été attaqués. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans les hostos où il y a le plus de dépassement de moyens. Là, c'est les doubles consultations. C'est les consultations privées dans les hostos. Voilà, c'est ça. Mais même pas dans les cliniques. Du coup, en fait, leur moulinette, elle traitait une fiche médecin par seconde, sachant qu'il y a 5000 médecins, machin. Enfin, ça moulinait une nuit et ils croisaient très très fort les doigts pour qu'il n'y ait pas de rupture. Parce qu'ils avaient mis ça en automatique. Non, ça ne serait pas choquant, d'autant que la définition du dépassement de l'horaire, elle n'est pas claire chez nous. Ça doit rester dans une limite. Oui, parce qu'il y a du dépassement conventionné et hors convention. C'est très bien qu'à un moment donné, ça... Et là où c'est rouge, c'est 5 fois plus. Hein. Voilà, ça décolle et on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de critère. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est juste un truc moral qui dit, tant que c'est... Ouais. Bon, on remarque quand même qu'on pourrait le mettre avec la carte tout à l'heure, les revenus. Je trouve que c'est assez... ça se superposerait assez bien. Dans Paris, c'est toujours comme ça. C'est mon voisin me le sait. Pardon? Mon voisin me le sait. Oui, voilà, c'est ça. Alors une autre utilisation des données, et cette fois avec un aspect ludique, c'est le pariteur qui comparait les niveaux de salaire. Donc, et comme c'est ludique, en fait, on vous met en situation. Donc vous arrivez sur la page d'accueil et vous pouvez choisir d'être soit une femme, soit un homme. Ensuite, vous choisissez votre métier et vous dites combien vous gagnez par mois mensuel, et ça vous dit si vous gagnez plus ou moins que l'autre sexe et de combien. Donc là, c'est Nora, une femme de 46 ans qui est donc cadre en service financier et qui gagne 22% de moins qu'un homme qui a le même poste. Alors évidemment, si j'avais fait Jean-Claude, 46 ans, c'était juste la même chose, c'est marqué je gagne tant de plus qu'une femme. Oui, voilà. Donc c'est l'utilisation de données. Je vois pas ce qu'il y a d'anormal. Non. Ah, mais pas de jugement de valeur. Mais toutes les petites, enfin, il y en a, je sais pas si on l'a mis de France Télévisions. France Télévisions est assez fort pour faire des petits trucs hyper simples en exploitation de données et ça marche assez bien. Ouais, voilà, celle-là. C'est un exemple super, ça aussi. C'est la possibilité de louer un logement en fonction de votre revenu et de le comparer aux années précédentes. Donc je gagne, on va dire, 2000 € à Paris. Je suis à Paris. Dans le 10e. En 2002, je pouvais avoir 35 mètres carrés. Avec la même somme, en 2012, j'ai 14 mètres carrés. Donc là, c'est très clair. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de tortiller. On voit très bien où va revenir le journaliste quand il travaille comme ça. Vous pouvez mettre des tableaux avec des prix de l'immobilier dans Paris, enfin voilà, ce qu'on faisait avant. Ça c'est infiniment plus efficace pour faire passer un message et une information à des gens. C'est pour ça que les médias s'intéressent à ce type de truc, c'est que finalement on fait mieux notre job grâce à ce type de technologie, à ces petites visualisations, qu'avec
nos bons vieux tableaux et autres graphiques qu'on mettait dans tous les sens dans les journaux. Ah, celui-là, il est génial. Alors, celui-là, je suis curieux de savoir s'il vous choque. C'est le New York Times qui a récupéré les données de tous les contrôles sanitaires de tous les restaurants dans Manhattan. Je pense qu'avec les graphiques, ils voient, avec les petits dessins. Ouais, vous avez compris ce que c'était. Et vous êtes en capacité de dire, je veux aller dans tel resto, voilà, je veux savoir quelle est sa note. Et ensuite, vous pouvez même vous amuser à chercher, alors, je veux que les trucs qui sont crades ou que les trucs qui sont propres, et même quel type de violation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a trouvé des rats, est-ce qu'on a trouvé des cafards, est-ce qu'on a trouvé des araignées, ça va jusqu'à cette précision-là, en fait. Et vraiment, resto par resto. C'est quoi le nom du site? Et même, vous pouvez, c'est sur le site du New York Times. Et même, vous pouvez choisir par type de cuisine pour essayer de vérifier si les Chinois ou les Thaïlandais par rapport aux Thaïlandais et les Libanais par rapport aux... Est-ce que ça vous choque? Non, moi ça ne me choque pas. Le dernier là? Mais ça, les données existent chez nous. Les données existent, mais elles sont compliquées à récupérer auprès de la DGCCRF parce que je m'en suis mais préoccupé. elles existent aussi au sein des mairies. Même dans les mairies, vous les avez? Nous, on a ça. Et vous les avez mis en open data? Pourquoi? Alors, Il faut qu'un média demande, là c'est l'occasion. Ouais, c'est bon, moi je vous la demande. Il y a un service sanitaire à la ville qui passe dans des établissements de restauration sur demande. Ah, donc c'est pas la DGCCRF? Non, là, il y a des propres services sanitaires à la ville de Montpellier qui font de diverses choses, dont on peut faire appel en tant que citoyen à ce service, disant je suis tombé malade dans ce restaurant, est-ce que vous pouvez aller faire un contrôle par exemple? Je savais pas qu'il y avait des... Et ces données jusque rat, cafard ou machin? Non, il y a un code couleur, il me semble, il y a le type, il y a diverses infractions, parce que le contrôle est complet, il y a les températures des frigos. Et donc il n'y a pas tout le monde, c'est que les restaurants qui veulent bien être contrôlés? Non, qui sont contrôlés par l'administration de la collectivité. Ça fait tout l'emploi avec la DGCCRF, c'est bizarre. Parce que c'est le job de la DGCCRF. Ça alimente la DGCCRF. Ah, ils doivent se coordonner. Quand l'un n'a pas fait, l'autre y va, ou sinon... Ça veut dire que nous, pour avoir le fichier complet, il faut avoir les deux jeux. Ouais, si on veut faire honnêtement notre métier. métier. Nous, on fait que le territoire ville. Oui, mais c'est pas grave, moi je veux bien le faire. Ils ont fait que Manhattan, hein. Moi je veux bien le faire que Montpellier, je m'en occupe. Pourquoi c'est choquant de publier ces données-là? Ah mais moi ça me choque pas. D'autant plus que, pour ceux qui sont allés il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, maintenant ils affichent en très gros dans les restaurants. Il y a même une taille d'affiche qui est obligatoire. Où en fait, de toute façon, ça n'est que le reflet de ce qu'on voit dans la vitrine du restaurant. C'est-à-dire que c'est obligatoire maintenant. La seule condition pour que ce soit valable, c'est que tous les restaurants y soient. Et bien là, ils y sont tous. C'est pour ça ce qui me gêne avec votre cas, c'est que si vous n'avez pas tout, je trouve qu'on ne peut pas le faire honnêtement. C'est-à-dire que là, vis-à-vis des restaurateurs, ne pas tout mettre, ce serait... Voilà. Et c'est pour ça que le New York Times se permet, parce qu'il y a la totalité. Il y a la totalité. Ça cartonne. Surtout, ça a un vrai... Alors là, on va parler un peu médias et business. Ça a un véritable intérêt, c'est que ce truc est mis... Évidemment, la base de données est numérique, elle est en temps réel. Et une fois qu'ils ont créé ça, ils l'ont créé déjà il y a 3-4 ans, après ils font de l'audience pendant des années sans rien foutre. Et là, c'est le point de vue du bon vieux rédacteur en chef qui cherche à faire de l'argent avec Google. Enfin, l'intérêt du média pour ce type de truc, c'est que c'est un vrai service, une vraie info. Et en plus, on le fait une fois, et après, ça marche tout le temps. Et puis là, tu fais une application mobile. Là, ouais. En plus, oui, après, tu crées le truc. Alors, c'est ce qu'on n'a pas fait derrière le New York Times. Ils l'ont Boris. Il y a un confrère qui avait fait le prix du petit noir. Sébastien Laïc. Voilà, dans la... Oui, mais pareil, Sébastien, moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas la totalité des cafés de Rouen. Ce qui me pose un tout petit problème. Ouais. Mais là, c'est pareil, si la base, elle a 4 ans, il n'y a pas la totalité des... Mais il y a une mise à jour en temps réel. Oui, mais là-bas, c'est un contrôle, c'est comme un contrôle technique automobile ici. Là-bas, c'est obligatoire. Tous les ans, il y a un passage. Ouais. Donc ça peut fonctionner. Ouais. Mais en effet, si c'est comme chez nous, la DGCCRF, le problème, c'est qu'ils ne contrôlent pas systématiquement une fois par an. C'est aléatoire, donc ça ne marche pas. Donc, et en plus, c'est dégueulasse parce que si quelqu'un reprend le resto, il peut avoir le vieux rapport. Enfin, chez nous, c'est compliqué à faire. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que celui qui craque, il peut récupérer. Alors, il y a un truc. Mais ça dure pas longtemps, hein. Dans l'autre sens. Ça dure pas longtemps. Il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est obliger les restaurateurs à faire appel à des organismes privés qui seraient, voilà, et leur dire une fois par an, il faut vous faire contrôler, et cet organisme privé serait assermenté pour le faire. En fait, c'est comme ça que ça marche chez les mecs. C'est pas le public qui contrôle, c'est des boîtes privées. Mais on a déjà ça pour plein de trucs en France. Hein. Quand vous faites un bilan avant de vendre un bien immobilier sur sa qualité, le plomb, le machin, c'est pas l'État qui vient contrôler. Voilà. Mais ces données-là pourraient être publiques.
C'est vrai que c'est un point hyper important pour les médias. Tous les traitements data amènent énormément d'audience sur la longueur en fait. C'est-à-dire que c'est une audience, ce qu'on appelle la longue traîne. Les gens viennent, reviennent. En comparaison avec un article classique, ils vont lire l'article et c'est terminé. Là, ils vont revenir parce qu'il y a aussi, par exemple pour celle-ci et pour beaucoup d'autres, il y a une notion de service. Et du coup, ils vont revenir. Donc ça, parce que tu as du temps réel de mise à jour, quoi. Ah bah oui, oui. Alors quand je disais temps réel, c'est pas à la minute à chaque truc. Ils mettent, je sais pas si c'est 3 fois par an, ou voilà. Ils mettent à jour la base. Ça, c'est un autre exemple. Alors, pareil, trash et volontairement, c'est un peu impossible à faire chez nous. Quoique, on pourrait presque y arriver. C'est après les émeutes à Londres. Ils ont récupéré toutes les données de toutes les comparutions immédiates de tous les émeutiers qui se sont fait condamner. Ils ont mis leur tronche, leur nom, combien ils ont pris, et l'endroit où ils avaient commis leur larcin. C'est les pays anglo-saxons. Parce que c'est les anglo-saxons, ils ne réfléchissent pas comme nous. Mais cela dit, en France, c'est public, hein, une condamnation, elle est publique. Hein. C'est juste qu'on n'agrège pas et qu'on ne met pas la photo des gens. Mais... Les actions sont publiques aussi. C'est logique complexe. Oui, mais nous, même si les données sont publiques, c'est une condamnation en première instance, je ne fais pas le dessin. C'est forcément public. Voilà, c'est public, le jugement est public. En même temps, on ne pourrait pas se permettre, puisque nous, la présomption d'innocence, si quelqu'un fait appel, tout ça, c'est compliqué. Donc, ce serait très compliqué à faire chez nous. Et évidemment, les anglo-saxons sont plus, voilà, c'est plus dans leur truc. Ils sont, c'est leur façon de penser. Ça, c'est public, et tant pis, on balance. C'est comme ça. Il y a même chez les Américains, ils ont fait un truc avec les zones où les violeurs. C'est une horreur parce que même un violeur qui a été condamné il y a 30 ans, il y a sa tronche sur Internet avec l'endroit où il habite et tout. Enfin, c'est un peu dur. Ça, évidemment, ça ne marcherait pas chez nous. Alors, toujours sur les ricains, et ça, c'est les Canadiens, mais adorent les questions de sécurité. Ça, c'est tout simplement le taux de cambriolage par quartier dans telle ville. Et qui exploite ça? Un média, certes, mais qui a revendu ça à des agences immobilières, qui, elles, proposent tout type d'informations en même temps qu'elles vendent les maisons. Alors, en même temps, j'ai l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied, moi, pour vendre des appartements dans ces coins-là, mais ils proposent ce type de... Ouais, il ferait peut-être plus de vendre ça à plutôt un marchand d'alarme ou un truc comme ça. Probablement. Probablement. Alors, une autre logique, on va essayer de terminer rapidement là-dessus, de l'exploitation des données, et l'exploitation des données publiques qu'on récupère, mais aussi de croiser ça avec la foule, avec les gens, avec nos lecteurs, nos internautes qui vont y participer, qui vont enrichir, ou qui vont nous aider à traiter tout ça. Alors, ce visage-là, vous connaissez très probablement. On va inviter à la prochaine J'aimerais bien y être. C'est Julien Assange, j'avais son lien au cas où. Je doute qu'il accepte de venir. C'est un des deux qui viendra. Je doute qu'il accepte. Mais mine de rien, là, c'est l'un des premiers à avoir croisé de manière massive. Et au-delà du fait que c'était des fuites et que c'est un peu bizarre, voilà, mais il a croisé la foule, et il a utilisé la foule, les gens, pour traiter de la donnée. Il y a un autre exemple aussi, moins controversé, c'est en Angleterre, le Guardian, je crois, qui a récupéré toutes les facturettes et les dépenses du Premier ministre et des députés, et qui avait demandé l'aide des gens pour les éplucher, parce qu'il y en avait des centaines de milliers, et c'était après validé, enfin il y avait tout un système de validation, donc c'était pas, on ne pouvait pas comme ça je suis pas allé au bout de l'explication, truander le système, mais ça a permis d'avancer beaucoup plus vite. Et puis surtout de faire ce qui est juste impossible à faire, c'est-à-dire que de à moins d'embaucher 100 mecs tous les câbles diplomatiques sans demander l'aide des gens qui notent. Vous vous souvenez, en fait, ils avaient créé une application, vous voyez passer un câble de la guerre en Irak, et en fait les gens voyaient passer plus vite et évaluer, ils disaient ah celui-là il a l'air important, celui-là il n'a pas de sens, il n'y a pas d'infos importantes. Donc les gens faisaient un premier tri, et ensuite les journalistes s'en emparaient. Mais s'il avait fallu que les journalistes, une rédaction entière fasse ça, il fallait... je sais pas, des centaines de personnes. Des centaines de journalistes pour traiter ça, et on aurait mis 2 ans. Et en fait, on a rendu ça beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et ils ont traité ça. Enfin, si tous les médias qui ont ensuite traité ces choses, donc il y avait Le Monde, le New York Times, El País, Guardian, 4-5 journaux très importants et très sérieux qui ont réussi à traiter grâce à ça. Ça c'est un peu plus abscon, mais ça m'intéresse de vous le montrer. Là c'est pareil, c'est en fait, là c'est même pas de la donnée publique. Le New York Times qui a géré lui-même de la donnée en posant une question à ses internautes, en leur demandant comment vous ressentez l'économie, pour résumer. Est-ce que vous êtes flippé? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous trouvez ça dangereux? Il répond,
ils demandaient aux gens quel est leur âge, quel est leur job, où ils habitent. Et du coup, vous pouviez voir, je voudrais voir les gens qui sont sans emploi et qui ont tel âge. Et vous voyez un peu le feel good ou feel bad par rapport à l'économie des gens qui se déplacent dans l'application et qui disent, voilà, et donc vous voyez que la masse est plutôt des gens flippés ou moins flippés, ou répartis. Et quand vous cliquez sur un petit bonhomme, en plus, vous voyez son sondage et ce qu'il a déclaré. Évidemment, il n'y a pas son nom, son prénom, c'est juste quelqu'un de représentatif, enfin, qui est censé être représentatif. Et vous voyez son truc. Donc là, c'est pas de la donnée publique, c'est pas de la donnée qu'on sera allé chercher ou qu'on cherche à aller trouver, c'est le média qui génère lui-même des données qui ont du sens. À mon avis, ça en a. Mais ça, c'est à vous de juger. Mais à mon avis, ça en a. En exemple de crowdsourcing, comme ça, il y a aussi Fuel en Afrique qui a été mené par Journalisme Plus, où ils travaillaient sur les coupures électriques qui étaient plutôt dans les quartiers pauvres, mais il n'y avait pas de données objectives. C'était un ressenti général, etc. Et ils ont travaillé avec un système de déclaratif par SMS, parce que en Afrique, le téléphone marche très très bien. Tout le monde en a, etc. Donc ils ont travaillé avec du SMS, et les gens envoyaient un SMS à chaque fois qu'il y avait une coupure de courant chez eux en disant combien de temps ça durait et où ils étaient. Et ils en ont sorti une quantité de données qui faisait qu'à un moment la masse était assez critique pour en tirer une analyse utile. Et effectivement, les coupures de courant sont dans les quartiers pauvres, bizarrement. Mais voilà, donc c'était aussi un travail pareil de data avec une carte, etc. Mais un appel aussi à la contribution. Donc on est dans le même esprit de je récolte des données et ensuite je les travaille, je les trie, etc. Et quel pays exactement? Cameroun. Parce qu'il y a un Shahidi qui l'a fait aussi pour tout ce qui est élection. Ouais. Qui est une plateforme aussi très intéressante en Côte d'Ivoire. Le suivant, c'est de la donnée. Tu peux. D'accord. C'est de la. Encore suivant, pardon. C'est de la donnée locale aussi créée par les gens. C'est pas de la donnée publique, c'est pas des choses. Voilà. C'est une application. Alors celle-ci fonctionne. C'est Bérignac. Mais il y en a d'autres dans d'autres villes de France, et puis c'est des mecs qui ont créé des choses semblables. Il y en a quelques-unes en France. L'idée, c'est à partir de mon téléphone mobile, je vois un nid de poule, une poubelle cassée dans la rue, ou un arrêt de bus, ou un tag, ou quelque chose. Je le photographie, moi, en tant que citoyen, et je le balance automatiquement, c'est géolocalisé, ça rentre dans cette application. Alors, celle-ci est gérée par une collectivité, mais moi, ça me semble un peu limite. Je préférerais qu'elle soit gérée par un média, en fait. Et ça se fait comme ça aux États-Unis, qui lui alerte la collectivité et la met face à ses responsabilités en disant tel jour à telle heure on a vu ça, maintenant qu'est-ce que vous faites? Et la municipalité doit par elle-même répondre et dire ouais c'est bon, on a réparé l'arrêt de bus et publie la photo de l'arrêt de bus cassé. C'est pour ça que ça me gêne quand c'est une collectivité qui le fait par elle-même. Quand tu dis un média, en fait ce que tu dis c'est un médiateur en fait, plus que média. Oui. Oui. Pas forcément un journal. Non, alors il se trouve que dans le fonctionnement d'une démocratie, moi je considère que la garantie d'indépendance, elle est pas mal quand même chez les médias en théorie. Oui, mais elle a des... Et elles ne sont pas toujours faciles à interpréter, ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi d'avoir quelques connaissances statistiques, parce qu'on peut très vite mal interpréter des données, et du coup créer des contresens. En revanche, en tant que journaliste, les données c'est important parce que ça étaye une histoire, ça amène ça permet d'éviter des citations, de moins supposer, plus de faits, de faire le tri face à la masse d'infos. Ça permet aussi de trouver des histoires uniques. Quand on creuse derrière des données, on peut faire sortir des choses et du coup flairer l'histoire et y aller et avoir de quoi la travailler. Et puis ça permet de déconstruire la communication des services de presse, etc. qui vont vous donner 2-3 chiffres comme ça qui sont super et qui sont hyper intéressants et valorisants par exemple pour leur entreprise. Mais si vous cherchez à les compléter, à avoir un jeu complet de données, et que vous les mettez en perspective, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes infos qui ressortent et la même analyse. Donc c'est aussi une façon de reprendre un peu la main par rapport à tout ce qui est communication dans notre travail de journaliste. Voilà, on a fait un peu long, mais... Ouais, je vais dire. Je dirais que dans les derniers points...